Chapitre 4. Dilemme. En ce qui concerne le vif et l'art, je soupçonne que tout homme en possède au moins quelques dons. J'ai vu des femmes abandonner soudainement leurs occupations pour se rendre dans une chambre voisine où un nourrisson s'éveillait à peine. Ne peut-on y voir une certaine forme d'art? J'ai aussi été témoin de la collaboration muette qui s'instaure lorsqu'un équipage travaille depuis longtemps sur le même navire. Il fonctionne alors comme un clan, sans échanger le moindre mot. Si bien que le bâtiment devient presque un être vivant, dont les marins sont la force vitale. D'autres se sentent une affinité pour certains animaux, et l'expriment dans leurs armoiries ou dans les noms qu'ils donnent à leurs enfants. Le vif rend sensible à cette affinité et ouvre la conscience à l'esprit de tous les animaux. Mais la tradition affirme que la plupart des pratiquants du vif contractent un lien avec un animal particulier. On raconte qu'ils prennent au bout d'un certain temps les habitudes de la bête, à laquelle ils sont attachés, puis, pour finir, son apparence. Cependant, on peut ranger ces allégations, à mon avis, dans la catégorie des simples contes d'épouvante destinés à décourager les enfants de se frotter à la magie des bêtes. Quand je me réveillais, c'était l'après-midi. Il faisait froid dans la chambre. Nul feu ne brûlait dans l'âtre. Mes vêtements imprégnés de sueur me collaient à la peau. Je descendis aux cuisines d'un pas chancelant et mangeai un peu. Puis je me rendis au bain, où je me mis à trembler, ce qui me força à regagner ma chambre. Je réintégrai mon lit, frissonnant de froid. Plus tard, quelqu'un entra et me parla. J'ignore ce qu'on me dit, mais je me rappelle qu'on me secoua. C'était désagréable, mais je ne réagis pas. Je m'éveillai à nouveau en début de soirée, cette fois. Il y avait une flambée dans la cheminée et un tas de bois bien rangé dans la niche. Une petite table avait été approchée de mon lit, recouverte d'un tissu brodé, au bord effrangé, sur lequel reposait une assiette garnie de pain, de viande et de fromage. Un bol ventru au quart plein d'herbe à infusion attendait l'eau d'une énorme bouilloire qui fumait au-dessus du feu. À côté de la cheminée trônait un baquet avec du savon. Une chemise de nuit propre était étendue au pied de mon lit. Ce n'était pas une des miennes. Elle m'irait peut-être. Ma gratitude envers mon bienfaiteur inconnu l'emporta sur ma perplexité. Je sortis de mon lit et profita de tout. Après quoi, je me sentis bien mieux. À mes vertiges chroniques s'était substituée une bizarre impression de légèreté, qui succomba rapidement au pain et au fromage. Je détectai une pointe d'écorce elfique dans le thé, ce qui me fit aussitôt penser à Imbre. Était-ce lui qui avait cherché à me réveiller? Non. Imbre ne me convoquait que la nuit. J'étais en train d'enfiler la nouvelle chemise de nuit lorsque la porte s'ouvrit sans bruit, et le fou se faufila dans ma chambre. Il portait sa livrée d'hiver noire et blanche qui accentuait la pâleur de son teint. Son habit était fait d'un tissu soyeux, coupé, si ample que le fou avait l'air d'un bâton emmailloté. Il avait grandi, et maigri aussi, si cela était possible. Comme toujours, ses yeux sans couleur, au milieu de son visage exsangue, me firent un choc. Il me sourit, puis me tira une langue rose pâle. C'était donc toi, fis-je, en désignant la pièce. Merci. Non, répondit-il. Il secoua la tête, et, en dessous de sa coiffe, ses cheveux décolorés lui firent un halo autour de la tête. Mais j'y ai donné la main. Merci de t'être baigné. Ça rend moins pénible la corvée de te surveiller. Je suis heureux que tu sois réveillé. Tu ronfles abominablement. Je ne relevai pas le commentaire. Tu as grandi, fis-je. Oui, toi aussi. Et tu es malade. Et tu as dormi longtemps. Et maintenant, tu es réveillé. Tu as pris un bain et tu as mangé. Tu as toujours une tête épouvantable. Mais tu ne pues plus. L'après-midi tire à sa fin. Il y a d'autres évidences que tu aimerais passer en revue? J'ai rêvé de toi pendant mon absence. Il m'adressa un regard dubitatif. Ah? Je suis touché. La réciproque n'est pas vraie, je regrette. Tu m'as manqué, dis-je, et je savourais l'expression de surprise qui passa en un éclair sur ses traits. Très comique. Cela explique-t-il tes bouffonneries de ces derniers jours? Je suppose. Assis-toi et dis-moi ce qui s'est passé ici pendant que je n'étais pas là. Impossible. Le roi subtil m'attend. Ou plutôt, il ne m'attend pas. Et c'est précisément pourquoi je dois aller le voir. Quand tu iras mieux, tu devrais en faire autant. Surtout s'il ne t'attend pas.
Il ouvrit soudain la porte et sortit. Puis, tout aussi brusquement, il se pencha en arrière et tendit vers moi une manche ridiculement longue dont il agita les clochettes. Adieu, Fitz. Je t'en prie. À l'avenir, essaye de te débrouiller un peu mieux pour éviter qu'on ne t'assassine. Et la porte se referma sans bruit derrière lui. Je me retrouvai seul et me versai une tasse de thé que je sirotais. La porte se rouvrit, je levai les yeux, pensant voir le fou, mais ce fut Brodette qui jeta un coup d'œil discret et annonça: Ah, il est réveillé! Puis d'un ton sévère: Pourquoi ne pas avoir averti que vous étiez épuisé? J'ai cru mourir de peur à vous voir dormir ainsi toute la journée. Et sans y être invitée, elle entra, des bras et des couvertures propres dans les bras, et dame patience sur les talons. Oh, il est réveillé! S'exclama celle-ci, comme si elle n'avait pas cru Brodette. Elle ne tenait aucun compte de mon humiliation à les recevoir chez moi en chemise de nuit. Dame Patience prit place sur mon lit, tandis que Brodette s'affairait à ranger la pièce. Étant donné la maigreur de mes possessions, il n'y avait guère à y faire. Mais la servante empila néanmoins mes plats vides, tisonna mon feu, fila mou devant l'eau sale de mon bain et mes vêtements éparpillés. Je restai à distance respectueuse près de l'âtre, pendant qu'elle changeait ma literie, ramassait mes habits, les déposait sur son bras plié, la narine dédaigneuse, et jetait un dernier coup d'œil sur la chambre, avant de sortir majestueusement avec son butin. Je m'apprêtais à mettre de l'ordre, marmonnai-je. Gêné. Mais Dame Patience ne parut pas m'entendre. D'un geste impérieux, elle montra le lit, et je m'y glissai bien à contre-cœur. Je crois ne jamais m'être senti aussi à mon désavantage. Impression qui ne fit que s'aggraver lorsqu'elle se pencha pour me border. À propos de Molly, déclara-t-elle abruptement, ta conduite de la nuit dernière était répréhensible. Tu as usé de ta faiblesse pour l'attirer dans ta chambre. Après quoi, tu l'as bouleversée par tes accusations. Fitz, je ne le permettrai pas. Si tu n'étais pas si malade, je serais furieuse contre toi. En l'état actuel des choses, je suis profondément déçu. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens devant la façon dont tu as traité cette pauvre enfant, dont tu lui as donné de faux espoirs. Je me contenterai donc de t'avertir que cela ne se reproduira plus. Désormais, et en tout, tu vas te comporter honorablement avec elle. Un simple quiproquo entre Molly et moi s'était soudain transformé en affaire d'État. Il y a malentendu, dis-je, en m'efforçant de prendre un ton calme et ferme. Nous devons le régler, Molly et moi, en discutant ensemble et en privé. Je vous assure, pour votre tranquillité d'esprit, que la situation n'est nullement telle que vous le croyez. N'oublie pas qui tu es. Le fils d'un prâne, je l'interrompis. Fitz, je suis Fitz Chevalerie, le bâtard de chevalerie. Patience parut foudroyée sur place, et je pris à nouveau conscience des changements qui s'étaient opérés en moi depuis mon départ de Castelcerre. Je n'étais plus l'enfant qu'elle devait surveiller et corriger. Il fallait qu'elle me voie tel que j'étais. Cependant, je tâchais d'adoucir le ton sur lequel je m'adressais à elle. Je ne suis pas le fils légitime du prince Chevalerie, madame, mais seulement le bâtard de votre époux. Elle s'assit au pied de mon lit et me regarda. Ses yeux noisettes plongèrent franchement dans les miens, et par-delà son étourderie et sa distraction, je vis une âme capable de souffrance et de regrets plus vastes que je ne l'aurais imaginé. Crois-tu que je pourrais jamais l'oublier? Fit-elle à mi-voix. La réponse que je cherchais mourut avant même d'être née. Ce fut le retour de Brodette qui me sauva. Elle avait recruté 2 serviteurs et quelques petits garçons qui escamotèrent le baquet d'eau sale et les plats vides, tandis qu'elle disposait un plateau de pâtisserie accompagné de 2 tasses et mesurait de l'herbe à infusion pour une nouvelle théière. Patience et moi gardâmes le silence en attendant que les domestiques s'en aillent. Brodette prépara le thé, remplit les tasses, puis s'installa, son éternel ouvrage de broderie sur les genoux. C'est précisément à cause de ce que tu es qu'il s'agit de bien davantage qu'un malentendu, reprit Patience, comme si je ne l'avais pas interrompu. Si tu n'étais que l'apprenti de Gerpu ou un employé des écuries, tu serais libre de courtiser et d'épouser qui te chanterait. Mais ce n'est pas le cas, fit ce chevalerie loin-voyant. Tu es de sang royal. Même un bâtard. Elle la chopa légèrement sur le mot. De cette lignée, doit observer certaines coutumes et pratiquer une certaine discrétion. Réfléchis à ta position dans la maison royale. Tu dois avoir la permission du roi pour te marier. Tu le sais sûrement. La courtoisie du roi
Subtil t'oblige à l'informer de ton intention de faire ta cour afin qu'il puisse étudier le bien fondé de ta demande et te dire s'il y consent ou non. Il en envisagerait tous les aspects. Le moment est-il opportun pour te marier? Le trône y a-t-il avantage? Le parti proposé est-il acceptable ou risque-t-il de causer du scandale? Ta cour va-t-elle t'empêcher d'accomplir tes devoirs? La demoiselle est-elle d'un rang convenable? Le roi désire-t-il que tu aies des enfants? À chaque question, je me sentais un peu plus bouleversé. Je reposais ma tête sur l'oreiller et contemplais les tentures du lit. Je n'avais jamais sérieusement décidé de courtiser Molly. D'une amitié d'enfance, nous étions insensiblement passés à une camaraderie plus profonde. Je savais la direction que mon cœur souhaitait, mais ma tête ne s'était jamais arrêtée à y réfléchir. Patience n'eut aucun mal à déchiffrer mon expression. N'oublie pas non plus, fils de chevalerie, que tu t'es déjà donné par serment à un autre. Ta vie appartient à ton roi. Qu'aurais-tu à proposer à Molly si tu l'épousais? Les bribes de temps qu'il n'exigerait pas de toi? L'homme lige d'un roi n'a guère de temps pour quelqu'un d'autre que dans son existence. Des larmes perlèrent soudain ses yeux. Certaines acceptent ce qu'un tel homme peut leur donner en toute honnêteté, et elles s'en satisfont. Pour d'autres, c'est insuffisant, irrémédiablement insuffisant. Tu dois. Elle hésita, et j'eus l'impression qu'elle s'arrachait les mots du cœur. Tu dois prendre tout cela en compte. Un cheval ne peut porter deux selles, quel qu'en soit son désir. Sa voix mourut sur ces dernières paroles. Elle ferma les yeux comme si elle avait mal, puis elle reprit son souffle, et enchaîna vivement, comme si l'interruption n'avait pas eu lieu. Et voici un autre sujet de réflexion, fils de chevalerie. Molly est, ou était, une jeune fille qui avait des perspectives d'avenir. Elle possède un métier, et elle le connaît bien. Je pense qu'elle parviendra à s'établir après une période où elle sera servante. Mais toi, qu'as-tu à lui apporter? Tu écris joliment, mais tu ne peux prétendre posséder à fond la science d'un scribe. Tu es un bon garçon d'écurie, certes, mais ce n'est pas ainsi que tu gagnes ton pain. Tu es le bâtard d'un prince, tu habites au château, on te nourrit, on t'y vêt, mais tu n'y touches pas de pension. Ta chambre pourrait être très confortable pour une personne seule, mais comptais-tu vraiment y faire vivre Molly? À moins que tu n'aies espéré du roi la permission de quitter Castelserre. Et même, dans ce cas, que ferais-tu? Vivrais-tu chez ta femme et mangerais-tu le pain qu'elle gagnerait, à la sueur de son front, tout cela sans lever le petit doigt? Peut-être préférerais-tu apprendre son métier et te faire sous son ordre? Elle se tut enfin. Elle n'attendait pas que je réponde à ces questions. Je ne m'y essayais pas. Elle inspira puis reprit. Tu t'es conduit étourdiment. Tu n'avais pas de mauvaises intentions, je le sais, et nous devons veiller à ce qu'il n'en résulte rien de nuisible pour personne. Mais surtout pour Molly. Tu as vécu toute ta vie au milieu des ragots et des intrigues de la cour du roi. Pas elle. Veux-tu qu'on la dise ta concubine, ou pire, la putain du château? Depuis de longues années, la cour de Castelserre est exclusivement masculine. La reine Désir était la reine. Mais elle ne tenait pas sa cour comme la reine Constance. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle reine. Et déjà les choses changent, comme tu t'en apercevras. Si tu tiens vraiment à faire de Molly ton épouse, il faut l'introduire dans cette cour pas à pas, sans quoi elle se retrouvera paria au milieu de gens tout sucre et tout miel avec elle. Je te parle franchement, fils de chevalerie. Je ne cherche pas à être cruel, mais je préfère me montrer brutal avec toi, maintenant plutôt que de voir l'existence de Molly gâchée par insouciance. Elle s'exprimait d'un ton parfaitement calme, et ses yeux ne me quittaient pas. Comme elle se taisait, je demandais désespéré. Que dois-je faire? Elle baissa un moment son regard sur ses mains, puis ses yeux revinrent sur moi. Pour l'instant, rien. Et quand je dis rien, c'est rien. J'ai pris Molly à mon service, et je lui enseigne du mieux que je puis les arcanes de la cour. C'est une élève douée et un agréable professeur en matière de simple et de fabrication de parfums. J'ai demandé à Gerpu de lui apprendre les lettres, art qu'elle est fort désireuse de maîtriser. Mais, actuellement, la situation doit en rester là. Il faut la faire accepter par ces dames de la cour comme une de mes suivantes, et non comme la maîtresse du bâtard. Après un certain temps, tu pourras commencer à lui rendre visite, mais pour le présent, il serait inconvenant que tu la voies seule, ou même que tu cherches à la rencontrer. Pourtant, il faut que je lui parle seul à seul.
Rien qu'une fois, brièvement, après quoi je vous promets d'obéir à vos règles. Elle croit que je l'ai abusée exprès. Patience. Elle s'imagine que j'étais saoul la nuit dernière. Je dois lui expliquer. Mais Patience s'était mise à secouer négativement la tête avant même la fin de ma première phrase, et elle continua jusqu'à ce que je me taise. De vagues rumeurs ont déjà couru parce qu'elle était venue te chercher au château. C'est du moins c'est ce que disaient les bruits. Je les ai étouffés dans l'œuf, en assurant à chacun que Molly s'était présentée pour me voir, moi, parce qu'elle se trouvait dans une passe difficile, et que sa mère avait été femme de chambre chez Dame Bruyère du temps de la reine Constance. Ce qui est exact, et, par conséquent, Molly avait le droit d'en appeler à moi, car Dame Bruyère, elle-même, m'avait fait bon accueil lorsque j'étais arrivé à Castelcerre. Vous avez connu la mère de Molly demandai-je, curieux. Pas vraiment. Elle était vraiment avant ma venue. Elle était partie avant ma venue pour épouser un fabricant de chandelles. Mais j'ai bien connu Dame Bruyère, et elle m'a toujours manifesté de la bonté. Le chapitre était visiblement clos. Mais ne pourrais-je la rencontrer dans vos appartements pour lui parler en privé? Puis... Je ne veux pas de scandale, dit-elle d'un ton ferme. Et je n'en fournirai pas l'occasion. Fitz, tu as des ennemis à la cour, et je ne permettrai pas qu'ils s'en prennent à Molly pour te frapper. Voilà. Ai-je enfin été assez clair? Certes, elle l'avait été, et sur des sujets dont je la croyais ignorante. Que savait-elle de mes inimitiés? N'y voyait-elle que des problèmes de jalousie sociale? Il est vrai qu'à la cour c'était suffisant. Je pensais à Royal, à ses traits d'esprit sournois, à la façon dont il s'adressait à ses courtisans durant un banquet, lesquels souriaient aussitôt en minaudant et ajoutaient à mi-voix leurs propres commentaires aux critiques du prince. Et je songeais que je devrais un jour le tuer. À tes mâchoires crispées, je vois que tu as compris. Patience se leva en posant sa tasse sur la table. Brodette, je crois qu'il faudrait laisser Fitz Chevalerie se reposer à présent. Je vous en prie. Demandez-lui au moins de ne pas m'en vouloir, dis-je d'un ton suppliant. Dites-lui que je n'étais pas ivre hier soir. Dites-lui que je n'ai jamais eu l'intention de l'abuser, ni de lui faire du mal. Il n'est pas question que je transmette ce genre de message. Ni toi, Brodette. N'allez pas croire que je n'ai pas vu le clin d'œil que vous avez échangé. J'exige que vous vous conduisez comme il faut, tous les deux. N'oublie pas, Fitz Chevalerie. Tu ne connais pas Molly, maîtresse chandelière, et elle ne te connaît pas. Il ne doit pas en être autrement. Allons, viens, Brodette. Fitz Chevalerie, je tiens à ce que tu te reposes cette nuit. Et elles sortirent. J'eus beau essayer d'attirer l'œil de Brodette pour gagner son appui. Elle refusa de me regarder. La porte se referma derrière elle, je me radossai à mes oreillers et m'efforçai d'éviter de me taper la tête contre les restrictions que Patience m'imposait. Si frustrantes fussent-elles, elle avait raison. Seul me restait l'espoir que Molly considérerait mon attitude comme étourdie, plutôt que fourbe ou calculatrice. Je me levai pour attiser le feu, puis je m'assis au bord de l'âtre, et contemplai ma chambre. Après les mois que j'avais passés au royaume des montagnes, elle me paraissait bien lugubre. Elle avait pour seule décoration, si le terme est approprié, une tapisserie poussiéreuse qui représentait le roi Sagesse en train d'entrer en contact avec les anciens. Comme le coffre de cèdre au pied de mon lit, elle se trouvait déjà sur place à mon installation. J'examinai la tapisserie d'un œil critique. Elle était vieille et mitée, ce qui expliquait qu'elle eût été reléguée dans cette pièce. Quand j'étais enfant, elle m'avait donné des cauchemars. Tissée selon un style archaïque, la représentation du roi Sagesse apparaissait bizarrement allongée, tandis que les anciens ne ressemblaient à aucune créature connue de moi. On distinguait des esquisses d'ailes sur leurs larges épaules, à moins que ce ne fût la suggestion d'un halo de lumière autour d'eux. Je m'adossai au pilier de la cheminée pour avoir une vue d'ensemble et je m'assoupis. Un courant d'air sur mon épaule me réveilla. La porte secrète à côté de l'âtre, qui donnait sur le domaine d'Imbre, cette porte était grande ouverte et m'invitait à la franchir. Je me redressai raidement, m'étirai et m'engageai dans les marches de pierre tout comme je l'avais fait la première fois. Il y avait bien longtemps, vêtu comme aujourd'hui de ma chemise de nuit. J'avais suivi un vieillard effrayant au visage grêlé et aux yeux vifs et brillants comme ceux d'un corbeau. Il m'avait proposé de m'enseigner à tuer. Il avait également proposé, tacitement, d'être mon ami. J'avais accepté l'un et l'autre. Les degrés étaient froids, les murs étaient encore décorés de toiles d'araignée poussiéreuses et de suie au-dessus des flambeaux. La grande toilette du château ne s'était donc pas étendue jusqu'à cet escalier.
ni aux appartements d'Imbre. Il y régnait toujours la même pagaille, et ils avaient l'air aussi miteux et accueillants qu'autrefois. À une extrémité de la salle se trouvait sa cheminée de travail. Un dallage de pierre nue et une immense table recouverte du fouillis habituel. Mortier et pilon, assiette poisseuse remplie de déchets de viande pour odeur la belette, récipient d'herbes séchées, tablettes et rouleaux de manuscrits, cuillères et pinces, et une bouilloire noircie d'où s'échappaient des volutes de fumée nauséabondes. Mais d'Imbre, point. Si. À l'autre bout de la pièce, où un fauteuil garni de gros coussins faisait face à une cheminée aux flammes dansantes, des tapis se chevauchaient sur le pavage, et sur une table aux sculptures élégantes était posé un saladier en verre rempli de pommes d'automne et une carafe de vin d'été. Imbre était blotti dans le fauteuil, un parchemin partiellement déroulé et tendu à la lumière pour mieux le lire. Le tenait-il plus loin de ses yeux qu'autrefois, et ses bras maigres étaient-ils plus secs qu'encore? Avait-il vieilli durant mes mois d'absence, ou bien n'avais-je pas remarqué ces détails auparavant? Sa robe de laine grise avait l'air aussi fatiguée que d'habitude, et ses longs cheveux qui recouvraient ses épaules paraissaient de la même couleur. Comme de coutume, je gardais le silence en attendant qu'il daigne lever les yeux et prendre acte de ma présence. Certaines choses ne changeaient pas. Enfin, il abaissa le rouleau et tourna les yeux vers moi. Il les avait verts, et leur teinte claire me surprenait toujours dans ses traits typiquement loinvoyants. Malgré les cicatrices qui lui grêlaient le visage et les bras comme à la suite d'une vérole, son ascendance de bâtard était presque aussi évidente que la mienne. J'aurais pu, j'imagine, le considérer comme un grand-oncle. Mais notre relation de maître et d'apprenti était plus intime que tous les liens du sang. Il m'examina des pieds à la tête, et je me redressai nerveusement. D'une voix grave, il me dit « Viens à la lumière, mon garçon. » Je fis une dizaine de pas, puis m'arrêtai, plein d'appréhension. Il me dévisagea avec la même attention qu'il avait mise à étudier le parchemin. Si nous étions des traîtres ambitieux, toi et moi, nous ferions en sorte qu'on remarque ta ressemblance avec Chevalerie. Je pourrais t'apprendre à te tenir comme lui. Déjà, tu as sa démarche. Je pourrais t'enseigner à te rider, pour te donner l'air plus âgé. Tu as presque sa taille. Tu pourrais reprendre son vocabulaire, ses expressions et sa façon de rire. Peu à peu, nous pourrions amasser de l'influence, discrètement, sans que ceux que nous dépouillerons s'en aperçoivent. Et un jour, nous pourrions nous dévoiler et prendre le pouvoir. Il se tut. Je secouai lentement la tête. Puis nous échangeâmes un sourire, et j'allai m'asseoir sur les pierres de l'âtre, à ses pieds. La chaleur du feu dans mon dos était bienfaisante. Des formations professionnelles, j'imagine. Il soupira et but une gorgée de vin. Je dois envisager ces éventualités, car je sais que d'autres y penseront. Un jour, tôt ou tard, elles viendront à un quelconque nobliau, et, croyant tenir une idée originale, il viendra te la susurrer à l'oreille. Attends, et tu verras si je me trompe. J'espère vivement que vous vous trompez. J'ai eu mon compte d'intrigue, Imbre, et j'ai eu moins de chance au jeu que je ne m'y attendais. Tu ne t'en es pas si mal tiré, étant donné les cartes que tu avais. Tu as survécu. Il regarda le feu par-dessus mon épaule. Une question restait en suspens entre nous, presque palpable. Pourquoi Subtil avait-il révélé au prince royal que j'étais son assassin? Pourquoi m'avoir obligé à faire mes rapports et à prendre mes ordres auprès d'un homme qui souhaitait ma mort? M'avait-il jeté en pâture à Royal pour le détourner de ses autres sujets d'insatisfaction? Et si j'avais joué le rôle d'un pion promu au sacrifice? M'agitait-on encore comme appât sous le nez du prince cadet pour distraire son attention? Imbre lui-même n'aurait su répondre à toutes ces questions, je pense, et lui en poser ne fût-ce qu'une seule aurait constitué la pire trahison envers notre serment d'allégeance au roi. Depuis longtemps, nous avions tous deux remis notre existence entre les mains de Subtil pour assurer la protection de la famille royale. Nous n'avions pas à critiquer la façon dont il nous utilisait, car c'était la porte ouverte à la trahison. Imbre prit seulement la carafe de vin d'été et m'en remplit un verre. Un court moment, nous bavardâmes de sujets sans intérêt, pour quiconque, sauf pour nous, et par là, d'autant plus précieux. Je lui demandai des nouvelles de Rôdeur, la belette, et il exprima non, sans embarras, ses condoléances pour la mort de Fouineau. Il posa une ou deux questions dont il ressortait qu'il était au courant de tout ce que j'avais rapporté à vérité, ainsi que la plupart des rumeurs des écuries.
il me fit part des petits ragots du château, et de tous les incidents que j'avais manqués durant mon absence. Mais quand je m'enquis de ce qu'il pensait de Kétriken, notre reine servante, son expression devint grave. C'est un rude chemin qui l'attend. Elle s'installe dans une cour sans reine, où elle-même est reine, tout en ne l'étant pas. Et cela en une époque troublée, dans un royaume qui affronte à la fois les pirates et une agitation interne. Mais le plus difficile pour elle, c'est qu'elle se trouve dans une cour qui ne comprend pas son concept de la royauté. On la harcèle de banquets et de fêtes données en son honneur. Elle est habituée à frayer avec son peuple, à soigner ses propres jardins, à travailler au métier à tisser et à la forge. Ici, ses seules fréquentations sont la noblesse, les privilégiés, les riches. Elle ne comprend pas cette consommation de vin et de cuisine exotique, cet étalage de vêtements coûteux et de bijoux qui sont le but de ces manifestations. Du coup, elle ne présente pas bien, si j'ose dire. C'est une belle femme, à sa manière, mais elle est trop grande, trop solidement charpentée, trop rayonnante, trop blonde au milieu des femmes de Castelcerre. On dirait un cheval de combat parmi des montures de chasse. Elle est pleine de bonne volonté, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit à la hauteur de la tâche, mon garçon. En vérité, je la plains. Elle est seule, tu sais. Les quelques personnes qui l'accompagnaient sont reparties depuis longtemps dans les montagnes. Aussi est-elle très isolée, malgré tous ceux qui recherchent ses faveurs. Et vérité demandai-je troublé. Ne fait-il rien pour alléger cette solitude, pour lui enseigner nos façons? Vérité n'a guère de temps à lui consacrer, répondit Imbre sans embâge. Il a essayé d'en prévenir Subtil, avant l'arrangement du mariage. Mais nous ne l'avons pas écouté. Subtil et moi ne voyons que les avantages politiques que Kétriken offrait. J'avais oublié qu'il y aurait une femme ici, à la cour, qui y passerait ses journées. Vérité est débordée de travail. S'il s'agissait d'un homme et d'une femme ordinaire, avec du temps, je pense qu'une affection véritable pourrait naître entre eux. Mais dans les circonstances présentes, tous leurs efforts doivent porter sur l'apparence. Et bientôt, on exigera d'eux un héritier. Ils n'ont pas le temps d'apprendre à se connaître, encore moins d'apprendre à s'aimer. Imbre dut lire sur mon visage le chagrin que je ressentais, car il ajoutait: Il en a toujours été ainsi pour la royauté, mon garçon. Chevalerie et patience étaient l'exception, et leur bonheur s'est bâti au détriment de l'intérêt politique. Un roi servant qui se mariait par amour, cela ne s'était jamais vu, et je suis certain qu'on t'a répété sur tous les tons que c'était une folie. Et je me suis toujours demandé si ça touchait mon père. Cela lui avait coûté, fit Imbre à mi-voix. Mais je ne crois pas qu'il regrettait sa décision. Cependant, il était roi servant. Tu n'as pas la même latitude. Et voilà, nous y étions. Je me doutais bien qu'il saurait tout, et qu'il serait inutile d'espérer le voir rester muet sur le sujet. Je sentis le rouge me monter aux joues. Molly. Il hocha lentement la tête. Tant que cela se passait en ville et que tu étais encore plus ou moins enfant, on pouvait faire mine de rien. Mais à présent, on te considère comme un homme. Quand elle s'est présentée au château, en demandant à te voir, les langues se sont déliées et les gens ont commencé à se poser des questions. Avec une habileté remarquable, Patience a su faire taire les rumeurs et prendre la situation en main. Ne c'était que de moi, cette fille ne serait pas restée ici. Mais Patience s'est bien débrouillée. Cette fille, répétai-je, piqué au vif. Je ne me serais pas senti plus offensé s'il avait dit cette putain. Imbre, vous la jugez mal, ainsi que moi. Tout a commencé par une simple amitié, il y a très longtemps, et si quelqu'un est responsable de la tournure des événements, c'est moi, pas Molly. J'avais toujours cru que les amis que j'avais au bourg, que le temps que j'y passais sous l'identité du nouveau, n'appartenait qu'à moi. Soudain, l'inanité de mes explications m'apparut, et je me tus. T'imaginais-tu pouvoir mener deux existences? La voix d'Imbre était calme, mais sans douceur. Nous appartenons au roi, mon garçon. Nous sommes ces hommes liges. Nos vies sont à lui. Chaque instant de chaque journée, que nous soyons éveillés ou endormis, tu n'as pas de temps à consacrer à tes soucis personnels, seulement aux siens. Je me déplaçai légèrement pour regarder le feu et réfléchis à ce que je savais d'Imbre. Je le retrouvais ici, à la nuit noire, dans ses appartements isolés. Je ne l'avais jamais vu se promener ailleurs dans Castelcerre. Nul ne prononçait son nom devant moi.
De temps à autre, sous les déguisements de Tamtin, il se risquait à l'extérieur. Une fois, nous avions chevauché ensemble toute une nuit pour nous rendre sur les lieux baignés d'horreur de la première forgisation. Mais même cette sortie répondait à l'ordre du roi. De quoi était faite la vie d'Imbre? De quelques chambres, de vin et de mets de qualité, et d'une belette pour compagnon. C'était le frère aîné de Subtil, et, n'eût été sa bâtardise, il eût été aujourd'hui sur le trône. Son existence préfigurait-elle ce que serait la mienne? Non. Je n'avais rien dit, mais en levant les yeux, je vis qu'il avait deviné mes pensées. Cette existence, je l'ai choisie, mon garçon, après m'être fait malencontreusement exploser un récipient au visage. J'étais beau, autrefois. Beau et vain. Presque autant que royal. Quand je me suis défiguré, j'ai eu envie de mourir. Pendant des mois, je suis resté cloîtré dans mes appartements. Et quand enfin je suis sorti, c'est déguisé. Non pas en dametin, non, pas à cette époque, mais le visage et les mains voilés. J'ai quitté Castelcer pendant longtemps. Et quand j'y suis revenu, le bellâtre qu'on avait connu était mort. Je me suis aperçu que j'étais plus utile à la famille mort que vivant. Mon histoire ne s'arrête pas là, mon garçon, mais sache que j'ai choisi ma façon de vivre. Ce subtil ne m'y a pas contraint. Je m'y suis plié tout seul. Ton avenir sera peut-être différent, mais ne va pas t'imaginer que c'est à toi d'en décider. La curiosité m'aiguillonnait. Est-ce pour cela que Chevalerie et Vérité connaissaient votre existence? Mais pas royale? Imbre eut un sourire étrange. Crois-le ou non, pour ces deux garçons, j'étais une espèce de brave demi-oncle. Je m'occupais d'eux, dans une certaine mesure. Mais une fois défigurés, même eux, je les ai fuis. Quant à Royal, il ne m'a jamais connu. Sa mère avait une sainte horreur de la vérole et de tout ce qui y ressemblait. Et à mon avis, elle croyait aux légendes sur le grêlé, l'annonciateur des désastres et du malheur. D'ailleurs, elle éprouvait une crainte presque superstitieuse à l'égard des infirmes. On retrouve cette peur dans la réaction de Royal face au fou. Et elle n'aurait jamais pris à son service une servante affligée d'un pied beau, ou un valet, auquel il aurait manqué un ou deux doigts. Quand je revins au château, je ne fus donc jamais présenté à la reine ni à l'enfant qu'elle portait. En revanche, lorsque Chevalerie accéda au statut de roi servant de Subtil, je comptais parmi les secrets qu'on lui révéla, et je fus frappé de voir qu'il se souvenait de moi et qu'il m'avait regretté. Le soir même, il a emmené Vérité me voir et j'ai dû le réprimander. Il était difficile de leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient me rendre visite quand cela leur chantait. Ah, quel gamin! Il secoua la tête et sourit à ses souvenirs. Je ne pus expliquer le pincement de jalousie que je ressentis alors. Je ramenai la conversation sur moi. Que dois-je faire à votre avis? Imbre fit la moue, but une gorgée de vin et réfléchit. Pour le moment, Patience t'a donné de bons conseils. Évite Molly. Fais comme si elle n'existait pas, mais sans ostentation. Traite-la comme s'il s'agissait d'une nouvelle fille de cuisine. Avec courtoisie si tu la croises, mais sans familiarité. Ne cherche pas à la voir. Consacre-toi plutôt à la reine servante. Vérité te sera reconnaissant si tu la distrais. Et Kitriken sera heureuse de trouver un visage ami. Et si tu comptes obtenir la permission d'épouser Molly, la reine servante pourrait faire un allié de poids. Et, pendant que tu occupes Kitriken, surveille-la. N'oublie pas qu'il en est dont l'intérêt n'est pas que Vérité conserve un héritier. Ce sont les mêmes qui ne verraient pas d'un bon œil que tu aies des enfants. Aussi prudence et vigilance. Ne baisse pas ta garde. Est-ce tout? Demandai-je abattu. Non. Repose-toi. C'est bien de la morte racine que Royal t'a donnée. J'acquiesçai et il hocha la tête, les yeux étrécis. Soudain, il me regarda en face. Tu es jeune. Tu arriveras peut-être à t'en remettre, en grande partie. J'ai connu un homme qui y a survécu, mais il a souffert de tremblements le reste de sa vie. J'en vois de faibles indices chez toi. Cela ne sera pas trop visible, sauf pour ceux qui te connaissent bien. Mais économise-toi. La fatigue entraîne tremblements et vision floue. Si tu tires trop sur la corde, tu cours à la crise. Or, personne ne doit être au courant de ton invalidité. Le plus sage, c'est de mener ta vie de telle façon qu'elle n'apparaisse jamais. C'est pour cela qu'il y avait de l'écorce elfique dans le thé.
demandai-je sans nécessité. Il leva les sourcils. Le thé? C'est peut-être le fou qui me l'avait préparé. Quand je me suis réveillé, il y avait du thé et de quoi manger sur ma table. Et si c'était Royal qui te l'avait préparé? Il me fallut un moment pour mesurer les implications de sa question. J'aurais pu me faire empoisonner. Mais ce n'a pas été le cas. Pas cette fois, non. Ce n'était ni moi, ni le fou. C'était Brodette. C'est quelqu'un de plus profond que tu ne l'imagines. Le fou est tombé sur toi, et j'ignore ce qui l'a pris, mais il est allé prévenir Patience, et tandis qu'elle s'agitait sans résultat, Brodette a tranquillement pris la situation en main. Je crois qu'en secret, elle te considère comme une tête de linotte, à égalité avec sa maîtresse. Entrebâille ta porte si peu que ce soit, elle se faufilera chez toi, s'y installera et se mettra à organiser ta vie. Si bonnes que ce soit ses intentions, tu dois l'en empêcher, Fitz. Un assassin a besoin de secrets. Fais placer un verrou à ta porte. Fitz? Répétai-je étonné. C'est ton nom. Fitz Chevalerie. Comme apparemment tu ne prends plus ombrage, c'est ainsi que je t'appellerai désormais. Je commençais à me lasser de mon garçon. J'inclinai la tête et nous parlâmes d'autre chose. 1 heure avant l'aube, je quittai ses appartements sans fenêtre et regagnai ma chambre. Je me recouchai, mais le sommeil ne vint pas. J'avais toujours étouffé la colère, secrète que m'inspirait ma position à la cour. Mais à présent, elle bouillonnait en moi, et m'empêchait de m'endormir. Aussi, repoussant mes couvertures, j'enfilai mes vêtements désormais trop petits, passai la porte du château et descendis à bord de Castelcerre. L'humidité froide de la brise vive qui soufflait de la mer me fit l'effet d'une gifle mouillée. Je resserrai mon manteau autour de moi et relevai ma capuche. Je marchai d'un bon pas en évitant les plaques de verglas qui parsemaient la route pentue et en m'efforçant de me vider l'esprit, mais je m'aperçus bientôt que les battements accélérés de mon cœur attisaient ma fureur plus qu'ils ne me réchauffaient le corps. Mes pensées piaffaient comme un cheval bridé. Quand, enfant, j'étais arrivé à Bourg-de-Castelcerre, c'était une petite ville active et sale. Au cours de la dernière décennie, elle avait grandi et acquis un vernis de raffinement. Mais ses racines n'étaient que trop évidentes. Elle s'accrochait aux falaises que dominait le château de Castelcerre, et, là où les hapics laissaient la place aux plages rocheuses, entrepôts et hangars se dressaient sur des quais et des pilotis. L'excellent mouillage en eau profonde qui s'abritait sous la forteresse attirait les navires marchands et autres commerçants. Plus au nord, là où la Serre se jetait dans la mer, les plages étaient plus abordables, et le large fleuve permettait de convoyer des péniches, loin dans les terres, jusqu'au duché de l'intérieur. Cependant, les terrains proches de l'embouchure étaient sujets aux inondations et le mouillage imprévisible à cause des variations du fleuve. Aussi les habitants de Bourg-de-Castelcerre s'agglutinaient-ils le long des falaises qui surplombaient le port, tels les oiseaux de l'escarpe aux œufs. En conséquence, les rues étaient étroites, mal pavées, et descendaient en lacets jusqu'au quai. Les maisons, boutiques et tavernes se pressaient humblement contre la pique en s'efforçant d'offrir le moins de résistance possible au vent presque constant dans ces parages. Plus haut, les logis et les établissements plus ambitieux étaient construits en bois. Leurs fondations taillées dans le roc des falaises elles-mêmes, mais je connaissais mal cette couche sociale. Enfant, je courais et je jouais au milieu des modestes échoppes et tavernes à matelots situés presque au ras de l'eau. Lorsque je parvins à ce dernier niveau de la ville, j'en étais à songer, avec ironie, qu'il eût mieux valu pour Molly et moi ne jamais devenir amis. J'avais compromis sa réputation, et si je persistais à la poursuivre de mes assiduités, elle finirait assurément par tomber victime de la méchanceté de Royal. Quant à moi, la détresse que j'avais ressentie en la croyant partie avec un autre n'était qu'une égratignure comparée à cette blessure béante. Molly, persuadée que je l'avais trompée. Émergeant de mes sombres ruminations, je m'aperçus que mes pas m'avaient perfidement amené devant la porte de sa chandellerie. C'était aujourd'hui une boutique qui vendait du thé et des simples. Comme s'il n'y avait pas déjà pléthore d'herboristeries à Bourg-de-Castelcerre. Je me demandais ce qu'étaient devenues les ruches de Molly, et, avec un choc, je pris conscience que, pour elle, l'impression totale de totale désorganisation de l'existence devait être 10 fois, non, 100 fois pire. Avec quelle facilité j'avais accepté la mort de son père,
et avec lui celle de ses moyens de subsistance et de ses projets. Avec quelle désinvolture j'avais admis les bouleversements de sa vie, qui l'avaient conduite à se faire servante au château. Servante! Je serrai les dents et passai mon chemin. J'errais sans but par la ville. Malgré la morosité qui m'accablait, je remarquai à quel point elle avait changé au cours des 6 derniers mois. Même en cette froide journée d'hiver, l'activité régnait. La construction des navires attirait du monde et le commerce était florissant. Je fis une halte dans une taverne où autrefois Molly, Dirk, Kerry et moi partagions de temps en temps un petit verre d'eau-de-vie, en général de mûre, la moins chère. Je m'installai à l'écart et bus ma bière en silence. Mais autour de moi, les langues s'agitaient, et je n'appris beaucoup. Ce n'était pas seulement le chantier naval qui avait donné un coup de fouet à la prospérité de Bourg-de-Castelcerre. Vérité avait lancé un appel de recrutement pour ses navires, auquel les hommes et les femmes de tous les duchés côtiers avaient répondu en masse. Certains par esprit de vengeance, pour rendre la monnaie de leurs pièces aux pirates qui avaient tué ou forgisé leurs proches, d'autres par esprit d'aventure, appâtés par d'éventuels butins, ou simplement parce qu'ils n'avaient plus d'avenir dans les villages ravagés. Certains étaient issus de familles de pêcheurs ou de marchands, habitués à la mer et à ses métiers. D'autres, originaires de hameaux pillés, étaient autrefois bergers ou fermiers. C'était sans importance. Tous avaient convergé sur Bourg-de-Castelcerre, dans l'espoir de verser le sang des pirates rouges. Beaucoup étaient logés dans d'anciens entrepôts reconvertis. Aude, la maîtresse d'armes de Castelcerre, les entraînait et triait ceux qu'elle jugeait convenables pour les vaisseaux de vérité. Les autres se voyaient proposer un engagement en tant que soldats. Et puis, il y avait toute une population qui enflait la ville, emplissait les auberges, les tavernes et autres gargotes. J'entendis également des plaintes sur le fait que certains hommes venus s'embarquer sur les navires de vérité étaient des Outriliens, chassés de chez eux par les mêmes pirates qui menaçaient aujourd'hui nos côtes. Eux aussi se disaient désireux de se venger, mais on se méfiait d'eux et certains commerçants refusaient de les servir. Cela donnait à la taverne bondée une atmosphère pesante et malsaine. À une table, des clients parlaient entre eux, avec des rires contenus, d'un Outrilien qui, la veille, s'était fait passer à tabac sur les quais. Nul n'avait alerté la patrouille de la ville. Puis la conversation prit une tournure encore plus odieuse. Les Outrilions étaient tous des espions, et les flanquer au bûcher serait une sage mesure de précaution. C'était plus que je ne pouvais en supporter, et je sortis. N'y avait-il donc nulle part où je puisse échapper aux intrigues et aux soupçons ne fût-ce qu'une heure? Je marchais seul par les rues glacées. Une tempête se levait, et le vent implacable, annonciateur de neige, rôdait entre les murs tortueux du bourg. Le même froid furieux se tordait et bouillonnait en moi, passait de la colère à la haine, puis à la frustration, revenait à la colère, et faisait monter en moi une tension intolérable. Ils n'avaient pas le droit de me faire ça. Je n'étais pas né pour être leur instrument. Je devais pouvoir vivre librement mon existence, être celui que j'étais destiné à devenir. Croyaient-ils pouvoir me plier à leur volonté, m'utiliser quand bon leur semblait, sans jamais en payer le prix? Non. L'heure viendrait. Mon heure viendrait. Un homme venait vers moi à vive allure, le capuchon rabattu sur son visage pour se protéger du vent. Il leva les yeux et nos regards se croisèrent. Il blêmit et fit promptement demi-tour. Eh bien, il n'avait pas tort. Je sentais la rage m'échauffer insupportablement les sangs. Le vent me cinglait les cheveux et cherchait à me refroidir. Mais je n'en marchais que plus vite, et la haine qui me possédait se portait au blanc. Elle m'attirait, et je la suivis comme une piste de sang frais. Je tournai un coin de rue et me retrouvai sur le marché. Inquiets de la tempête qui approchait, les marchands les plus pauvres remballèrent leurs affaires disposées sur des couvertures et des nattes. Ceux qui avaient des étals verrouillaient leurs volets. Je passais devant eux sans les voir. Les gens s'écartaient craintivement de mon chemin. Je les frôlais sans prêter attention à leurs coups d'œil effarés. J'arrivai devant l'échoppe en plein vent du négociateur d'animaux et me trouvai face à moi-même. Il était décharné, avec des yeux sombres et éteints. Il m'adressa un regard de pure méchanceté, et les vagues de haine qui irradiaient de lui me submergèrent. Nos cœurs battaient au même rythme. Je sentis un tic agiter ma lèvre supérieure, comme si j'allais la retrousser pour montrer mes pitoyables dents d'humain. Je recomposai mon expression et refoulai impitoyablement mes émotions. Mais, dans la cage, le louveteau à la robe grise et crasseuse me regarda, et ouvrit sa gueule aux lèvres noires pour découvrir ses crocs. Je te hais.
Je vous hais tous. Viens, viens plus près. Je te tuerai. Je te déchirerai la gorge après t'avoir tranché les jarrets. Je te dévorerai les entrailles. Je te hais. Vous désirez quelque chose? Du sang, dis-je à mi-voix. Je veux ton sang. Quoi? Je relevai brusquement les yeux vers l'homme. Il était sale et graisseux, et il l'empestait. Par elle qu'il puait. Je détectai sur lui une odeur de transpiration, d'alimorance, et celle de ses propres déjections. Il était vêtu de peau grossièrement préparée qui ajouta sa puanteur. Il avait de petits yeux de furet, des mains crasseuses et cruelles, et un gourdin de chaîne cerclé de bronze pendait à sa ceinture. J'eus le plus grand mal à m'empêcher de saisir ce bout de bois, haï pour lui, en défoncer le crâne. Il portait d'épaisses bottes aux pieds. Il s'approcha de moi, et j'agrippais les pans de mon manteau pour me retenir de le tuer. Le loup, fis-je. Ma voix avait un son rauque, étranglé. Je veux le loup. Vous êtes sûr, jeune homme? Il est mauvais, ce loup. Il poussa la cage du bout de pied, et je me jetai dessus. Mes crocs claquèrent sur les barreaux de bois, et je me fis encore mal au museau. Mais ça m'était égal. Si j'arrivais à crocher dans sa chair, je la lui arracherais, ou je ne lâcherais jamais prise. Non! Va-t'en! Sors de ma tête! Et je la secouai pour m'éclaircir l'esprit. Le marchand m'observa d'un air curieux. Je sais ce que je veux. Je parlais d'une voix sans timbre, occupé à repousser les émotions du loup. Ah ouais? L'homme me dévisagea pour essayer d'évaluer ma fortune. Il me ferait payer autant qu'il penserait pouvoir me faire cracher. Le vêtement trop court ne lui plaisait pas, ni ma jeunesse. Mais je supposais que ce n'était pas d'hier qu'il avait ce loup. Il avait espéré le vendre tout bébé, et, à présent que l'animal réclamait davantage à manger, l'homme ne serait que trop heureux de s'en débarrasser à vil prix. Vous le voulez pourquoi? Me demanda-t-il, l'air de ne pas y toucher. Les combats, répondis-je d'un ton tout aussi désinvolte. Il est maigre comme un clou, mais il lui reste peut-être un peu d'énergie. Le loup se précipita soudain contre les barreaux, mâchoire béante, crocs dénudés. Je les tuerai tous, je leur déchirerai la gorge, je les éventrerai. Tais-toi, si tu veux ta liberté. Je le repoussai mentalement, et le loup bondit en arrière, comme si une abeille l'avait piqué. Il recula dans le coin opposé de sa cage, et s'y tapit, les lèvres retroussées, mais la queue entre les pattes, envahie par l'indécision. Des combats de chiens, hein? Oh, il vous fera du beau spectacle. À nouveau, le marchand tapota la cage du bout du pied. Mais cette fois, le loup ne réagit pas. Il vous rapportera pas mal d'argent, celui-là. Il est plus vicieux qu'un furet. Il cogna plus violemment. Le loup s'aplatit un peu plus. Vous m'en direz tant, fis-je dédaigneusement. Je me détournai du loup comme s'il ne m'intéressait plus et observais les oiseaux encagés derrière lui. Les pigeons et les colombes paraissaient bien traités, mais deux geais et un corbeau s'entassaient dans une cage répugnante, pleine de fientes et de bouts de viande pourrie. Le corbeau évoquait un mendiant vêtu de haillons noirs. Donnez du bec sur l'objet brillant, suggérai-je. Mentalement aux oiseaux. Vous arriverez peut-être à sortir. Le corbeau ne réagit pas, la tête enfoncée dans les plumes. Mais un des jets volta jusqu'à un juchoir plus élevé, d'où il entreprit de taper et de tirer sur la clavette en métal qui maintenait la porte fermée. Je ramenai mon regard sur le loup. De toute façon, je ne comptais pas le faire combattre. Juste le jeter aux chiens pour les échauffer. Un peu de sang, ça les met en forme. Oh, mais il vous fera un bon combattant. Tenez, regardez. Il m'a fait ça il y a même pas un mois. J'ai essayé de lui donner à manger quand il m'a sauté dessus. Il remonta sa manche et me montra un poignet crasseux, zébré d'entailles livides, seulement à demi cicatrisé. Je me penchai, l'air modérément intéressé. C'est infecté, on dirait. Vous allez garder votre main? Vous croyez? Oh, c'est pas infecté, ça met du temps à guérir. C'est tout. Écoutez, jeune homme, il y a une tempête qui se prépare. Il faut que je remballe ma carriole et que je m'en aille avant que ça tombe. Alors, vous me faites une offre pour ce loup? Il fera un bon bagarreur. Pourrait s'en servir pour appâter les ours, mais guère plus. Je vous en donne, allez, 6 pièces de cuivre. J'en possédais royalement 7. De cuivre? Petit, on parle de pièces d'argent, sur ce coup-ci. Regardez, c'est une belle bête. En le nourrissant un peu plus, il va forcir et devenir encore plus féroce. Je pourrais tirer 6 pièces de cuivre, rien qu'en vendant sa peau. Dans ce cas, faites-le rapidement, avant qu'il ne soit trop galeux. Et avant qu'il ne vous arrache l'autre main.
Je me penchai vers la cage tout en poussant mentalement, et le loup se recroquevilla. Il a l'air malade. Mon maître serait furieux si je le ramenais et que les chiens attrapent une saleté en le tuant. Je jetai un coup d'œil vers le ciel. La tempête approche. Mieux vaut que je m'en aille. 1 pièce d'argent, petit. Et c'est donné. À cet instant, le jet parvint à décrocher la clavette. La porte de la cage s'ouvrit tout grand et l'oiseau s'en approcha en sautillant. Mine de rien, je me plaçai entre l'homme et la cage. Derrière moi, le jet alla se poser sur la cage des pigeons. La porte est ouverte, fis-je à l'intention du corbeau. Au bruit, je sus qu'il secouait son lamentable plumage. Je portai la main à la bourse qui pendait à ma ceinture et la soupesai pensivement. 1 pièce d'argent? Je n'ai pas ça. Mais c'est sans importance de toute manière. Je viens de me rendre compte que je n'ai rien pour le transporter. Dans ces conditions, il vaut mieux que je ne le prenne pas. J'entendis les jets s'envoler. Avec un juron, l'homme se précipita. Mais je m'arrangeai pour me mettre sur son chemin, et nous nous affalâmes tous les deux. Le corbeau avait atteint la porte de la cage. Je me dépêtrai du marchand, me relevai d'un bond, et me cognai exprès contre la cage. L'oiseau effrayé s'élança, se mit à battre laborieusement des ailes, et gagna finalement le toit d'une auberge proche. Comme le marchand se redressait lourdement, le corbeau déploya ses ailes dépenaillées et poussa un croissement moqueur. Une pleine cagée de marchandises envolée, me lança l'homme d'un ton accusateur. Mais je ramassai mon manteau et lui montrai un accroc dans le tissu. Mon maître va être fou de rage en voyant ça, rétorquai-je avec un regard aussi noir que le sien. Il jeta un coup d'œil au corbeau. L'oiseau avait gonflé ses plumes pour se protéger de la tempête et s'était placé à l'abri d'une cheminée. L'homme ne le rattraperait pas. Derrière moi, le loup gémit soudain. 9 pièces de cuivre, fit brusquement le marchand au désespoir. Il n'avait rien du ventre de la journée. Je vous répète que je n'ai rien pour le transporter, répliquai-je. Je remontai ma capuche en regardant les nuages. La tempête est là, ajoutai-je, alors que commençaient à tomber de gros flocons chargés d'humidité, annonciateurs d'un temps très déplaisant. Trop chaud pour empêcher la neige de tomber, trop froid pour la faire fondre. Demain matin, l'Uru allait scintiller de verglas. Je fis mine de m'en aller. Donnez-les-moi vos 6 pièces, foutre! Vogla le marchand au comble de l'exaspération. Je les tirai de ma bourse en hésitant. Et vous me l'apportez là où j'habite? Demandai-je alors qu'il m'arrachait les pièces de la main. Débrouillez-vous, mon bougre! Vous m'avez refait et vous le savez très bien! Là-dessus, il fourra sa cage de pigeons et de colombes dans sa carriole, puis celle vide du corbeau. Sans prêter la moindre attention à mes protestations, il grimpa sur le siège et fit claquer les rênes du poney. La vieille bête se mit en marche, et la carriole s'éloigna en grinçant dans la neige et le crépuscule qui allait s'épaississant. La place du marché était déserte. Seuls la traversaient ceux qui se dépêchaient de rentrer chez eux, col remonté, manteau fermé pour se protéger du vent, humide et des rafales de neige. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toi? Demandai-je au loup. Fais-moi sortir. Libère-moi. Impossible. C'est trop risqué. Si je le lâchais au milieu de la ville, il ne parviendrait pas vivant dans les bois. Trop de chiens s'ameuteraient pour le mettre en pièces. Trop d'hommes l'abattraient pour sa peau. Tout simplement parce que c'était un loup. Je me baissai pour soulever la cage, afin de me rendre compte de son poids. Il se précipita, les crocs dénudés. Recule! La colère me prit aussitôt. C'était contagieux. Je te tuerai. Tu es comme l'autre, un homme. Tu veux me garder dans cette cage, c'est ça? Je te tuerai, je t'éventrerai, et je m'amuserai avec tes tripes. J'ai dit, recule! Je le repoussai durement. Il se blottit à nouveau contre les barreaux du fond, mi-grondant, mi-geignant, incapable de comprendre ce que je lui faisais. Je saisis la cage et la soulevai. Elle était lourde, et les mouvements affolés du loup n'arrangeaient rien. Mais je pourrais la porter. Pas très loin, certes, ni très longtemps. Toutefois, en procédant par étapes, je parviendrais à sortir le loup de la ville. Adulte, il peserait sans doute autant que moi, mais il était décharné, et jeune encore, davantage qu'il n'y paraissait à première vue. Je me calai la cage contre la poitrine. S'il m'attaquait maintenant, il pourrait m'infliger de sérieuses blessures. Mais il se contenta de reculer en gémissant dans le coin, le plus éloigné de moi, ce qui ne me facilita pas son transport. Comment t'a-t-il attrapé? Je te hais. Comment t'a-t-il attrapé? Il se rappelait une tanière et 2 frères, une mère qui lui a rapporté du poisson, du sang, de la fumée, puis ses frères et sa mère transformée en peau puante pour le bottier. Il avait été extirpé du terrier en dernier,
jeté dans une cage qui sentait le furet nourri de charogne et de haine. C'était grâce à la haine qu'il avait survécu. Tu as dû naître tard dans la saison, si ta mère te nourrissait de poissons de remonte. Il garda un silence boudeur. La route montait, et la neige commençait à tenir par terre. Mes bottes usées glissaient sur le pavé glacé, et le poids mal équilibré de la cage m'arrachait les épaules. Je redoutais de me mettre à trembler, et je devais m'arrêter fréquemment pour me reposer. En ces occasions, je m'interdisais fermement de réfléchir à ce que j'étais en train de faire. Je me répétais que je ne me lierais jamais avec ce loup, ni avec aucune autre créature. C'est une promesse que je m'étais faite. J'allais seulement aider ce jeune loup à grandir, après quoi je le libérerais. Il n'était pas nécessaire de mettre Buriche au courant de son existence. Ainsi, je ne serais pas obligé d'affronter son dégoût. Je soulevai à nouveau la cage. Qui aurait cru qu'un petit louveteau tout galeux comme ça soit aussi lourd? Pas galeux. Il était indigné. Les puces. Cette cage est pleine de puces. Ainsi, les démangeaisons de ma poitrine n'étaient pas le fruit de mon imagination. Merveilleux! Je n'avais plus qu'à reprendre un bain ce soir si je ne voulais pas partager mon lit avec des puces pendant tout l'hiver. J'avais atteint la lisière de Bourg-de-Cassessert. Au-delà, il n'y avait plus que quelques maisons clairsemées. Et la route montait bien davantage. Une fois de plus, je posai la cage dans la neige. Le petit loup était ramassé sur lui-même, chétif et pitoyable, sans plus de colère ni de haine pour le soutenir. Il avait faim. Je pris une décision. Je vais te faire sortir, et je te porterai dans mes bras. Rien. Pas de réaction. Il ne me quitta pas des yeux pendant que je déverrouillais la cage et ouvrais grand la porte. J'aurais cru qu'il se précipiterait pour disparaître dans la nuit et la neige, mais il resta blotti sans bouger. Je l'attrapai par la peau du cou pour le tirer à l'extérieur, et, en un éclair, il fut sur moi, me heurta la poitrine, la gueule ouverte sur ma gorge. Je ne lui lâchai pas la nuque et lui enfonçai l'avant-bras d'entre les mâchoires trop loin pour son confort. Il pédalait des pattes arrière sur mon ventre, mais mon pourpoint était assez épais pour me protéger des plus gros dommages. En un instant, nous nous retrouvâmes en train de rouler dans la neige, à gronder et à claquer des mâchoires comme des bêtes enragées. Mais j'avais pour moi le poids et la force, ainsi que l'expérience de plusieurs années passées à jouer sans douceur avec des chiens. Je le plaquai sur le dos et le maintins dans cette position tandis qu'il agitait violemment la tête, et me traitait de noms intraduisibles dans le langage des hommes. Lorsqu'il se fut épuisé, je me penchai vers lui saisis la gorge et plantai mon regard dans le sien. C'était là un message physique qu'il comprenait. J'ai enfoncé le clou. Je suis le loup. Tu es le louveteau. Tu vas m'obéir. Je ne le lâchai pas des yeux. Il détourna rapidement les siens, mais je ne bougeai pas jusqu'à ce que son regard revienne sur moi et que j'y constate le changement attendu. Je le libérai, alors je me relevai et m'écartai. Il resta dans la même position. Debout. Viens ici. Il se remit sur ses pattes et s'approcha de moi en rasant le sol, la queue entre les pattes. À mes pieds, il se laissa tomber sur le flanc, puis me montra son ventre. Il gémit doucement. Au bout d'un moment, je me radoucis. Ce n'est pas grave. Il fallait simplement que tout soit clair entre nous. Je ne te veux pas de mal, suis-moi. Je voulus lui gratter le poitrail, mais à mon contact, il poussa un glapissement, et je perçus l'éclair rouge de sa douleur. Où as-tu mal? Je vis l'image du gourdin cerclé de bronze du marchand. Partout. Je le palpai le plus délicatement possible. De vieilles croûtes formaient des bosses sur ses côtes. Je me redressai et donnai un coup de pied haineux à la cage. Le petit loup vint se coller contre ma jambe. Faim, froid, très fatigué. Ses émotions se déversaient à nouveau dans les miennes. Lorsque je le touchais, j'eus du mal à démêler mes pensées des siennes. Cette indignation devant les traitements qu'il avait subis, venait-elle de moi ou de lui? C'était sans importance. Je le pris avec précaution dans mes bras et me relevai. Sans la cage, tenu tout contre moi, il ne pesait presque plus rien. Il n'avait que la fourrure sur les os, en pleine croissance. Je regrettais la violence dont j'avais usé sur lui, mais c'était le seul langage qu'il comprenait. Je me forçai à parler à voix haute. Je vais m'occuper de toi. Chaud, fit-il avec reconnaissance, et je rabattis mon manteau sur lui. Ses perceptions nourrissaient les miennes. Je sentis ma propre odeur, 1000 fois plus fort qu'il ne me plaisait. Chevaux, chiens, fumée, bière et une trace du parfum de patience. Je m'efforçai de séparer ma conscience de ses perceptions, le serrai contre moi et me mis en route sur le chemin escarpé qui menait à Castelserre. Je connaissais une chaumière, occupée autrefois par un vieux porcher derrière les entrepôts de grains.
Plus personne n'y vivait, trop délabré, trop à l'écart. Mais elle conviendrait à mon plan. J'y installerai le loup, avec quelques os à ronger, du grain bouilli et un lit de paille. D'ici une semaine ou deux, peut-être un mois, il serait assez remis et vigoureux pour s'occuper de lui-même. Alors je l'emmènerai à l'ouest de Castelcerre, et je le relâcherai. Viande? Je soupirai. Viande, promis-je. Aucune autre bête n'avait perçu mes pensées si complètement, ni imprimé les siennes en moi avec tant de clarté. Il était aussi bien que nous ne devions pas pas fréquenter longtemps. Mieux valait qu'il disparaisse rapidement de ma vie. Chaud, rétorqua-t-il. Il posa le museau sur mon épaule et s'endormit en me soufflant de l'air tiède et humide dans l'oreille.